Arrêtez le génocide. L'international belge Lukaku a célébré son but contre Feyenoord en Ligue Europa avec une déclaration politique. Son geste était une protestation silencieuse contre un monde qui reste silencieux alors qu'une population souffre. Non, il ne s'agit pas de Gaza ou de l'Ukraine, deux conflits qui reçoivent beaucoup d'attention médiatique. Que faire si je vous dis qu'en ce moment, la guerre la plus sanglante depuis la Seconde Guerre mondiale se déroule, ayant déjà coûté la vie à 6 millions de personnes et rendu 7 millions de personnes sans abri? Et si je vous dis que vous contribuez également à cette guerre? Et si je vous dis que presque nulle part ailleurs le passé ne détermine aussi gravement le présent et le futur? Alors, brisons donc le silence sans tarder et laissons l'histoire résonner. Je suis Jean-Éric et ceci, c'est le journal des vieilles nouvelles, votre mise à jour de l'histoire de notre avenir, pour que vous aussi, vous compreniez un peu mieux le monde. Avec ses 2 millions d'habitants, Goma est l'une des plus grandes villes du Congo et une ville commerciale importante. La ville se trouve à l'est, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda, également appelée la région des Grands Lacs. En raison du magnifique paysage avec des volcans, des lacs et des forêts tropicales regorgeant de différentes plantes et animaux, l'est du Congo est connu comme l'un des endroits les plus beaux de la Terre. De temps en temps, un volcan entre en éruption, mais cela préoccupe peu les habitants. En dehors de la ville, la plupart des habitants sont des agriculteurs qui cultivent leur propre nourriture, du moins si c'est assez sûr. Un sentiment que seuls les plus âgés se souviennent encore. Chaque jeune Goma n'a connu que la mort et la destruction dans sa vie. C'est aussi le cas d'Amina. Bébé, elle était entourée de camps de réfugiés massifs dans le sillage de génocide au Rwanda. Au cours de sa vie, elle a dû fuir 5 fois. Maintenant qu'elle a presque 30 ans, elle est de nouveau dans un camp insalubre. Sa tante, faite de bâches et de bâtons, est l'une des innombrables tentes construites sur la plaine de lava noire du volcan actif Nyiragongo, menaçant comme l'éruption d'un nouveau génocide. Le choléra et la famine ont déjà éclaté. La nourriture est rare. Il y a seulement assez d'aide d'urgence pour un tiers des personnes dans l'est du Congo. En d'autres termes, environ 4 millions de personnes vont se coucher affamées chaque nuit. C'est le plus grand nombre de personnes au monde. Mais ce n'est pas la faim qui les pousse à fuir. C'est la peur d'être tués par des rebelles avec des machettes qui veulent prendre leur ville. Ils ont totalement encerclé Goma. Donc, l'aide d'urgence ne peut pas les atteindre. Ces dernières semaines, 130 000 personnes ont fui la ville vers des camps déjà surpeuplés au nord de Goma. Parce qu'à côté des 800 000 habitants de l'Est du Congo qui y vivaient déjà, il y a un demi-million de réfugiés des pays voisins. Mais là aussi, la mort est proche. Parce qu'il y a trop peu d'aide d'urgence, Amina doit aller dans la forêt, chercher de la nourriture et du bois de chauffage. Sinon, elle mourra de faim ou de froid. Mais pendant ce voyage vers la forêt, des femmes comme Amina sont très souvent violées.
Seule si Amina est enceinte, elle peut espérer un peu d'aide. Mais encore aujourd'hui, 4 femmes meurent chaque heure en accouchant. Et l'Est du Congo connaît le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. Il n'est pas surprenant alors que des jeunes comme Amina ne sachent pas ce qu'est la vie. Plus de 100 groupes armés opèrent dans l'Est du Congo. Ces milices se battent entre elles, tentent d'étendre leur territoire et pillent les ressources naturelles. L'Est du Congo est en effet un paradis, mais aussi un coffre au trésor régorgeant de minéraux précieux tels que l'or, le diamant, le coltan et le cobalt. Le coltan est essentiel pour l'électronique, tels que les smartphones et les ordinateurs portables, tandis que le cobalt est utilisé dans les batteries des voitures électriques. Le prix de ces produits est en partie déterminé par la situation au Congo. Donc, indirectement, lorsque vous achetez un nouveau smartphone, vous contribuez à la lutte là-bas. Même le pacte vert européen, qui vise à rendre l'Europe aussi économe en énergie que possible, nous implique donc dans les problèmes au Congo. L'un des groupes les plus violents là-bas est les ADF, qui en octobre ont tué 26 chrétiens et ont mis une ceinture d'explosifs autour d'une paire de jumeaux bébés. Mais pour comprendre la situation actuelle, vous devez savoir qu'un groupe a le pouvoir dans l'Est du Congo. Le mouvement M23, fondé le 23 mars 2012. Depuis un an, les habitants de l'Est du Congo vivent à nouveau dans une situation de guerre en raison de eux. Le 14 février, ils étaient aux portes de Goma, mettant ainsi les camps de réfugiés sur la ligne de front, et les développements sont rapides. Alors, le M23 se distingue des autres rebelles car ils sont une armée professionnelle et sont soutenus par le Rwanda, dont la capitale Kigali est à seulement 90 km de là. Le soutien rwandais explique la progression rapide du M23. En janvier, le Congo et le Rwanda étaient au bord de la guerre, après que le Rwanda ait tiré des missiles à travers la frontière. En 2009, les Nations Unies ont confirmé que l'armée rwandaise franchissait illégalement la frontière congolaise. Alors le M23 se bat contre l'armée congolaise, une armée connue pour son indiscipliné, avec des soldats souvent assez bourrés sur les coins de rue. La lutte entre le Congo et le Rwanda tourne principalement autour de l'accès à la trésorerie de la région, les minéraux sanguins. Mais le président du Rwanda donne une autre explication à l'implication de son pays. Leur histoire partagée est sanglante. Amahanga menshi tuzi afata abajenosideri nka VIPs. Ujya mwumva ikintu bita VIP? Bafata nka VIPs. Aho bakoraho bararinzwe. Pour mieux comprendre ce conflit, vous devez savoir deux choses importantes: les racines et le catalyseur. Tout a commencé lorsque le Congo s'appelait encore le Zaïre et a obtenu son indépendance de la Belgique en 1960. La découverte de l'or et du cobalt a fait du Congo l'un des pays les plus riches.
mais aussi les plus exploités du monde, et a rendu la population l'une des plus pauvres. Le Congo aurait pu être si prospère. Le Premier ministre Lumumba avait de grands projets. Il voulait distribuer la richesse du sol congolais équitablement aux citoyens congolais grâce à l'éducation gratuite et aux soins de santé. Mais il a été sérieusement contrarié par les Belges et les Américains. Ils ont soutenu le colonel Mobutu dans un coup d'État et Lumumba a été emprisonné, assassiné et son corps a été dissous dans de l'acide sulfurique. En 1999, il est devenu clair que la Belgique était responsable du meurtre. Et en 2002, des documents secrets ont été divulgués montrant que la CIA était complice. Ils ont non seulement tué Lumumba, mais aussi le Congo, en soutenant le dictateur corrompu Mobutu, qui a vidé et divisé le pays et vendu à l'étranger. Si le Congo deviendra jamais un pays stable, c'est une question. Le catalyseur a été le génocide rwandais en 1994. Les deux groupes ethniques du pays, les Hutus et les Tutsis, se sont entretués en peu de temps 800 000 personnes. Cette histoire montre parfaitement à quel point le discours de haine et la stigmatisation sont dangereux. De peur des troupes Tutsis, plus d'1 million de Hutus ont fui du Rwanda vers l'est du Congo. Et beaucoup sont restés pour se battre contre le Rwanda. Et cela a créé des tensions avec les Congolais. Parmi les Hutus réfugiés, nombreux étaient ceux qui étaient responsables du génocide de millions de Tutsis. En 1996, le Rwanda a envahi le Congo et a soutenu une rébellion qui a finalement conduit à la chute du dictateur soutenu par les États-Unis, Mobutu. Et en 2009, un accord de paix a été signé. Retour au présent. Le président Kagame du Rwanda, qui était d'ailleurs une figure importante dans l'armée Tutsi pendant le génocide, prétend
que son pays soutient le M23 parce que des extrémistes Hutus qui ont participé au génocide font désormais partie de l'armée congolaise. Mais les faits sont différents. Ces soldats Hutus ont été vus sur la ligne de front à l'est du Congo, combattant aux côtés du mouvement M23. Kagame semble donc avoir d'autres motivations. Selon les experts, il souhaite que le Rwanda ait accès aux richesses congolaises. En plus, que les Tutsis du M23 rejoignent à nouveau l'armée congolaise et il veut même annexer une partie du Congo au Rwanda. Le Rwanda exporte beaucoup de coltan, mais il n'en a pas lui-même dans le sol. Et vous devinez comment c'est possible. La guerre est donc une couverture pratique pour la contrebande. Une grande partie de l'or négocié par l'Ouganda et le Rwanda provient du Congo. Et chaque année, entre 10 et 20 tonnes d'or sont contrebandées hors du Congo avant d'être exportées vers Dubaï, où elles sont transformées en bijoux vendus dans le monde entier. Ainsi, les rebelles du M23 sont principalement des Tutsis, le même groupe que le président rwandais Kagame. Et ce groupe est depuis le génocide un problème dans la région frontalière avec le Congo. En 2012, les M23 ont déjà pris Goma une fois, après quoi il y a eu quelques années de calme. Lorsqu'ils ont repris les armes il y a 2 ans, le gouvernement congolais a déclaré l'état d'urgence et l'Est du Congo est passé sous administration militaire. Le M23 considère sa lutte comme légitime. Ils estiment que le gouvernement congolais ne respecte pas l'accord de paix de 2009 et discrimine le groupe au Congo. Ils prétendent donc se battre pour un meilleur gouvernement. Et ça c'est compréhensible. En janvier, le président congolais Tshisekedi a été proclamé vainqueur des élections, encore, parce qu'il était déjà président. Sa devise de campagne était « Unité, sécurité, prospérité ». Mais en tant que président, il n'avait rien accompli de tout cela dans les années précédentes. Au contraire. 60% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. Le pays est l'un des plus corrompus au monde. La confiance en politique n'a jamais été aussi basse. Ebola et le Covid ont causé de nombreux décès. Et le conflit à l'Est a donc repris. En fait, Tshisekedi est l'une des causes de la poursuite du conflit dans l'Est du pays. Son gouvernement faible ne peut pas protéger les citoyens là-bas, ce qui fait que les groupes rebelles doivent le faire eux-mêmes. Et en plus, le gouvernement congolais ne peut pas surveiller les frontières faibles, ce qui fait que les pays voisins profitent plutôt des richesses du sol que la population locale. Pourtant, Tshisekedi a promis pendant la campagne électorale qu'il serait très dur avec les rebelles, même si cela signifie la guerre avec le Rwanda. Mais l'administration militaire qu'il a imposée à l'est du Congo il y a 2 ans n'a eu aucun effet. Pas plus que les forces internationales de maintien de la paix qui étaient depuis longtemps au Congo. Au contraire. Tout d'abord, il y avait les troupes d'Afrique de l'Est. Ils devaient
chassé les rebelles du M23 au cours des 2 dernières années. Mais au lieu de cela, ils ont établi des zones où le M23 pouvait rester et où l'armée congolaise ne pouvait pas venir. Le gouvernement congolais les a maintenant renvoyés et remplacés par des troupes du Malawi et d'Afrique du Sud. Et puis, il y a l'une des plus grandes missions de maintien de la paix des Nations Unies au monde, qui est active au Congo depuis 1999. Leur objectif est de protéger la population. De nombreux Congolais estiment qu'il reste la situation encore pire en ne faisant rien pendant que des atrocités se déroulent sous leurs yeux. Le gouvernement congolais a également demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de quitter le pays, ce qu'ils feront cette année. Mais l'ONU reste préoccupée par une escalade vers une guerre régionale une fois que les casques bleus ne seront plus présents. Pour les Congolais, il semble donc que les troupes, les rebelles et certains politiciens et hommes d'affaires profitent justement de tout le chaos dans la région et ainsi accèdent aux ressources du Congo. De cette façon, de plus en plus de pays sont impliqués et de plus en plus de gens se servent de la richesse du Congo au détriment de la population. We're claiming our rights. France and the United States are fostering the war in the eastern DRC by supporting the rebellion. A country like Rwanda cannot fight against the Democratic Republic of the Congo. Tout au long du mois de février, de grandes manifestations ont eu lieu au Congo. Les Congolais demandaient l'attention d'un monde, selon eux, qui détourne les yeux. Ce sont surtout les pays occidentaux qui sont visés lors des manifestations. Les Congolais sont frustrés parce que toute de notre attention est portée sur Gaza et l'Ukraine. Et la Russie voit sa chance et aggrave la situation en alimentant l'anti-occidentalisme avec de la désinformation. Car beaucoup de Congolais voient le Rwanda comme le policier de l'Occident, qui doit les maintenir faibles pour éviter qu'ils puissent profiter eux-mêmes de leurs ressources naturelles. Mais l'année dernière, c'était la société énergétique russe Lukoil qui a annoncé qu'elle pomperait 3 millions de barils de pétrole et de gaz du sol congolais au cours des 2 prochaines années. La désinformation russe ne fait pas seulement croître l'agitation, mais elle divise également davantage les groupes ethniques. Et ça, c'est dangereux, car dans l'est du Congo, il existait déjà un fort sentiment de nous contre eux, avec beaucoup de discrimination et des discours de haine. Et c'est précisément le terreau pour un génocide imminent. C'est quelque chose que le Rwanda a déjà montré il y a 30 ans. Certains appellent la situation de l'Est du Congo la guerre mondiale africaine. Et d'autres, ils voient la crise des réfugiés la plus ignorée. Et d'autres encore, ils voient une opportunité de devenir riche rapidement. Mais pour la plupart des gens, ce conflit reste oublié et insignifiant. Pas assez intéressant pour faire des gros titres. Pourquoi? Parce que le conflit est compliqué, qu'il dure trop longtemps, ou cyniquement que le statu quo est trop avantageux pour notre propre portefeuille. Y a-t-il une solution
À court terme, la situation pourrait s'améliorer si le Rwanda arrêtait simplement de soutenir le M23. Et sinon, si les pays occidentaux imposaient des sanctions sévères au Rwanda, au lieu de seulement dire que le Congo et le Rwanda doivent résoudre eux-mêmes le problème. Mais l'incitation à condamner le Rwanda est devenue moins forte depuis que le Danemark et l'Angleterre voient ce pays comme une solution pour loger leurs demandeurs d'asile déboutés. Et en plus, tant que nous voulons les minéraux congolais le moins cher possible, par exemple pour le pacte vert européen, et que la violence reste donc également rentable pour les rebelles, il y aura peu de pression internationale pour mettre fin à l'un des plus grands scandales de notre monde. Alors, la chanson continue congolaise de la douleur de leur refrain, répété en disque rayé, résonnera sûrement en boucle au Congo. Vous trouvez cette vidéo sympa? Alors abonnez-vous maintenant à ma chaîne.